Jeudi 11 janvier 2017, merci de nous retrouver dans cette émission Café Débat. Café Débat, vous le savez, c'est l'espace qui est consacré au décryptage et à l'analyse de l'actualité. Ici, nous donnons la parole à ceux qui veulent l'apprendre pour décrypter et impacter l'opinion. Et dans ce sens, et dans ce nouveau numéro, première partie, je reçois comme invité M. Bahouri pour parler notamment de ce procès assassinat de Mohamed Koula Diallo, ce journaliste qui travaille pour le site Guinée7.com, vous vous rappelez, dont le verdict final est tombé. Il s'agit d'abord de la condamnation de l'ancien responsable de communication de l'UFDG, Tiangel, à la réclusion criminelle à perpétuité par contumace et donc à la libération de deux des gardes-corps de Cellou Dalein Diallo. C'est Bahouri qui s'était donc constitué en partie civile, semble être déçu de ce verdict. Eh bien, il se prononcera là-dessus tout à l'heure, mais aussi il interviendra sur d'autres sujets d'actualité, notamment les listes de candidatures qu'il défend pour ces élections communales qui arrivent notamment pour le 4 février 2018. Monsieur Ba, bienvenue dans cette émission. D'abord, mes meilleurs voeux à tous les téléspectateurs de Gangan TV. Merci et nous vous retournons l'ascenseur. Bonne année à vous également. Merci beaucoup. Et dans la deuxième partie de l'émission, je rappelle que je recevrai tout à l'heure Sekou Jamal Pendessa, rédacteur en chef de Gangan. Avec lui, on va porter notre analyse sur l'actualité, une autre actualité brûlante. Cette fois-ci, encore de l'huile sur le feu au sein du mouvement syndical. Aboubacar Souma qui vient d'être exclu par les décisions conjointes du secrétaire général de l'USTG et de celui du SLEG, Aboubacar Souma, qui ne s'avoue pas vaincu et qui compte garder sa place au sein du mouvement syndical. Est-ce que tout ceci vient ajouter une crise sur une autre quand on sait qu'on vit les séquelles de la crise liée au manque d'électricité? Eh bien, avec Sekou Jamal Pendessa, nous décortiquerons tout ça dans la deuxième partie. Mais en restant avec M. Ba, disons, vous étiez à l'intérieur du pays et vous êtes arrivé il y a à peine 24 heures. Avant qu'on ne parle de ce dossier d'assassinat de Mohamed Koula, dites-nous l'objet de votre présence à l'intérieur. Est-ce que c'était dans le cadre de politique ou tout simplement social? C'était dans le cadre à la fois politique et social, puisque j'étais dans ma préfecture d'origine, Pita. J'ai eu l'occasion de rencontrer la liste conjointe que nous avons présentée pour la commune urbaine avec l'UPR de l'Ajba Ousmane, et je tenais à aller rencontrer les amis, les proches, les parents pour leur demander de défendre cette liste et de faire en sorte que cette liste puisse gagner la mairie de Pita. Donc ce sera l'objet du second sujet qui est donc élection communale, Bahouri, derrière plusieurs listes de candidatures. Comment est-ce qu'il prépare tout ça sur le terrain en termes de moyens financiers, de mobilisation de militants, si vous voulez, de ressources humaines? On parlera de tout ça. Je disais tout à l'heure que le dossier assassinat de Mohamed Koula, on l'a trop attendu, on a attendu le verdict. Le verdict est tombé, mais on a l'impression que beaucoup de gens semblent déçus, semblent désavouer ce verdict, même s'ils ne peuvent rien contre, il me semble. Vous, quelle est votre réaction à chaud de ce verdict? Bon, déjà, je suis partie civile. Et vous savez que j'ai, depuis le 5 février, je me suis mobilisé pour que la vérité, rien que la vérité, soit connue concernant les circonstances de l'assassinat du journaliste Mohamed Koula. Parce que vous vous souviendrez que Cellou Dalein avait fait un communiqué le jour même de l'assassinat du journaliste pour présenter Bahouri comme étant l'assassin du journaliste Mohamed Koula. Et aujourd'hui, la preuve est donnée que c'est Cellou Dalein qui a commandité une tentative d'assassinat sur ma personne qui a avorté et qui, malheureusement, a fauché la vie du journaliste Mohamed Koula. Et par la procédure judiciaire telle qu'elle s'est déroulée, a montré une volonté manifeste de corrompre, et malheureusement, le juge Mangadouba Sow et ses deux assesseurs sont tombés dans le piège et ont donné un verdict alambiqué qui ne satisfait ni la vérité, ni le droit et ni la partie civile. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué dans ce verdict qui était attendu et qui pouvait peut-être soulager la conscience
de la famille de Mohamed Koula, de la profession de journaliste à laquelle il appartenait, de vous justement, qu'est-ce qui a manqué? Parce que Tiangel, je l'ai dit, l'ancien responsable de communication de l'UFDG qui a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par contumace, à un moment donné, vous le chargiez chaque fois que vous passiez dans les médias pour dire qu'il est forcément lié dans ce dossier et qu'il a essayé de fuir. Il est condamné, ça ne vous satisfait-il pas? Qu'est-ce qui, selon vous, a manqué, au-delà de la condamnation de Tiangel? La procédure a été viciée. Viciée. Pourquoi? Parce que le juge Mangadou Basso, depuis le mois de novembre, lors d'une audience par rapport traitant de cette affaire, il a refusé que les témoins puissent comparaître. Un dossier criminel et on dit que les témoins ne peuvent pas comparaître, ça veut dire qu'on veut étouffer la vérité. Deuxièmement, on dit qu'on a des éléments, des images montrant les faits incriminés tels qu'ils se sont fait dérouler le 5 février 2016 aux abords du siège de l'UFDG. Là aussi, il refuse que ces images soient présentées au niveau de l'audience. À partir de ce moment-là, un juge qui dit qu'il ne veut pas de témoins, qu'il ne veut pas que des preuves soient présentées, c'est parce qu'il ne veut pas qu'il y ait la vérité. Donc ça ne vous surprend pas si vous êtes déçu de ce verdict? C'est la raison pour laquelle, avant même ce verdict, on avait écrit à la Cour d'appel pour demander que M. Mangadou Basso et ses deux assesseurs soient dessaisis de ce dossier parce qu'avec eux, on ne connaîtra pas la vérité. Et c'est la raison pour laquelle les 2 dernières journées de l'audience, mes avocats n'ont pas participé aux délibérations et personnellement j'ai refusé de me présenter puisque je ne voulais pas cautionner une mascarade tout en sachant que la vérité ne serait pas totalement dite. Ça c'est par rapport à la procédure. Nous avons fait appel, donc le dossier n'est pas encore clos. Donc à date, vous n'êtes pas convaincu de ce verdict, vous avez fait appel de ce verdict et je pense au niveau de la Cour d'appel. Mais il y a des éléments qui sont ressortis. Premièrement, lorsque Sellou avait dit que c'est Bahouri qui est venu avec une armée qui a tué le journaliste, les éléments prouvent qu'il a menti. Il a menti à la Guinée, il a menti au monde, il a voulu détruire ma réputation. Et ce jour-là, il a tenté d'organiser l'assassinat de Bahouri. Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Malheureusement, le journaliste Mohamed Koula a été fauché par la balle qui m'était destinée. Aujourd'hui, son chargé de communication est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par contumace, alors qu'il n'est que complice, inculpé pour complicité d'assassinat. Tiangel, il s'agit de Tiangel. Il s'agit de Tiangel. Donc, Tiangel est complice de l'assassinat. Donc, qui sont les vrais auteurs? Les vrais auteurs, le dossier d'instruction a bien indiqué, c'est Amadou Sow, le garde-corps de Cellou Dalein, qui est porteur de l'arme et qui a tiré. Des témoins ont existé. Et c'est la raison pour laquelle vous entendez... Pourtant, le garde-corps de Cellou Dalein Diallo, dont vous venez de citer le nom, en tout cas, a été libéré, non? Et acquitté. Cela veut dire que la corruption a joué pleinement dans le cadre de cette affaire. Vous pensez qu'eux ne devaient pas être acquittés, ce garde-corps de Cellou Dalein Diallo? Non, au-delà de Amadou Sow, Aga Simou Keïta, ce sont que des instruments de commanditaires. Et le vrai problème, ce ne sont pas les petits sous-fifres qui écopent. Les vrais problèmes, qui sont les commanditaires? Et le commanditaire, c'est Cellou Dalein. S'il fait tout pour se protéger, et aujourd'hui il sacrifie son chargé de communication. Et il sacrifie qui? Tiangel. Je pense que... c'est pas lui qui a condamné Tiangel, c'est la justice qui vient de condamner Tiangel. Et en même temps, Cellou, je crois, a été, sinon a quand même dénoncé cette condamnation de Tiangel, tout comme le parti UFDG, comme quoi ils n'ont pas compris le fait que Tiangel ait été condamné. Et on a écouté Alpha Bakar qui disait comme quoi Tiangel n'était même pas sur les lieux au moment où ce drame se passait parce qu'il avait pris congé d'eux. Donc, et Cellou et le parti ont tous quand même exprimé leur étonnement face à la condamnation de Tiangel. Comment vous pouvez dire alors que Cellou essaie de sacrifier Tiangel? Parce que c'est lui qui l'a fait fuir.
De la Guinée. Oui, c'est lui qui l'a poussé à quitter la Guinée. Parce que Tiangel était l'élément qui pouvait inculper Cellou Dalein par les faits tels qu'ils se sont déroulés au niveau du siège ce jour-là. Mais quoi qu'il en soit, la vérité sera dite. Et la justice des hommes étant insatisfaisante pour la plupart des cas, malgré qu'il y aura appel, mais de toutes les façons, la vérité est déjà connue par l'opinion nationale et internationale. Donc du coup, les démarches que vous allez donc mener dans les jours à venir, après ce verdict donc final du juge Mangadouba, c'est d'interjeter appel, ce que vous avez déjà fait. Est-ce que vous vous attendez donc à ce que il y ait un autre jugement? Vous pensez que la justice répondra favorablement à votre appel? Non, l'appel étant un appel, ça veut dire que nécessairement la cour d'appel statuera sur ce dossier. Mais en ce qui me concerne, j'ai fait ce que j'avais à faire par rapport à ce dossier. Ils ont voulu me salir. Dieu a refusé que mon nom soit sali et aujourd'hui la preuve est faite. Ils ont voulu m'assassiner. Dieu m'a sauvé la vie. Malheureusement, Mohamed Koula est mort dans les circonstances qui devaient être les circonstances de l'assassinat de Bahouri. J'ai défendu la mémoire de Koula pour que la vérité ressorte. L'argent a corrompu certains esprits qui n'ont pas fait les choses telles qu'ils devraient le faire. Et le juge Mangadou Basso a une lourde responsabilité d'avoir entaché la procédure judiciaire. Mais vous n'avez tout de même pas les preuves que ce soit Mangadouba ou d'autres juges aient reçu de l'argent de la part de Cellou Dalein Diallo ou de ses avocats. J'ai des informations précises, concordantes, et lorsqu'un juge qui dit connaître, avoir de l'expérience, refuse la comparution des témoins, refuse que des preuves avec des images soient présentées au niveau de l'audience. En parlant de preuves, justement, après le verdict, et du côté de la radio, vous souteniez tout à l'heure que vous avez des images, ou il y a des images qui seraient disponibles, où on peut peut-être voir en action l'un de ces deux gardes-corps de Cellou qui ont été libérés à la faveur du même verdict-là, qui était en possession d'armes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez ces images? On a des images. C'est vous qui les avez? Je ne vous dirai pas tout ce qu'il y a au niveau de ces images, mais on a des images qui ont servi dans une certaine mesure à établir l'enquête préliminaire. Et l'enquête préliminaire est catégorique. Amadou Sow est l'auteur du tir qui a coûté la vie à Mohamed Koula Diallo. Bien. Et du coup, donc, on va attendre la suite de tout ça, puisque, à écouter M. Bahouri sur ce plateau, c'est que ce n'est pas du tout l'épilogue de ce dossier d'assassinat de Mohamed Koula. Ses avocats ont donc interjeté appel. On va suivre la suite du dossier. Et le sort, en tout cas, de Tiangel, pour beaucoup, n'est pas la preuve de la fin du dossier. Ce qu'on veut, c'est la personne qui a tiré à bout portant sur le journaliste Mohamed Koula le 5 février 2016 aux abords donc du siège de l'UFDG. Il ne s'agit pas simplement de savoir qui a tiré. Il faut également savoir qui lui a donné l'instruction de tirer et de chercher à tuer quelqu'un. Et qui voulait-il tuer? Et si cela n'existe pas? Et les commanditaires? J'ai l'impression que vous cherchez toujours quelqu'un qui est derrière. Mais et si c'était, je veux dire, une décision ou une attitude instinctive de la personne de tirer? Un garde-corps. Vous voulez toujours placer Cellou derrière la personne qui a commandité tout ça? J'ai des éléments qui montrent que c'est une vaste conspiration dont les tenants et les aboutissants n'ont pas permis au niveau du jugement que ça soit connu. C'est la raison pour laquelle Mangadou Basso a refusé que les témoins viennent comparaître. Parce que sinon, beaucoup d'éléments de l'entourage de Cellou ont été de près ou de loin impliqués dans le cadre de la préparation de la tentative. En tout cas, sur ce point, vous avez déjà été débouté parce que la comparution de Cellou, vous l'avez demandé, la justice, en tout cas le tribunal ne l'aurait pas accepté. Pourquoi vous voulez toujours que Cellou soit mais c'est lui qui a écrit le texte
le communiqué, elle a signé le 5 février comme quoi Bahouri était porteur de l'arme, il a tiré sur le journaliste Mohamed Koula. C'est Selou, ce n'est pas inventé. Donc, dénonciation calomnieuse. Le procureur de Dixine, Souleymane Ndiaye, à l'époque, a indiqué comme Selou est un député et qu'il bénéficie de l'immunité parlementaire, il ne peut pas être entendu. Il n'a pas cherché à faire en sorte que demander la levée de l'immunité parlementaire de Cellou Dalein. Donc vous voyez des gens qui instrumentalisent la violence et qui utilisent leur position pour se soustraire à la justice. Dans un pays normal, dans un pays où la personne est certaine d'avoir le droit et la vérité avec soi, aurait demandé de mettre sa immunité parlementaire de côté jusqu'à en finir avec la justice. Faut-il qu'on ait d'abord, faut-il que le tribunal ou la justice ait trouvé la personne qui est tirée à bout portant pour que cette dernière dise voilà ceux qui m'ont donné l'ordre de tirer. Sauf qu'on n'a pas d'abord la personne qui a tiré. Non. Tchangel, c'est pour complicité. Non. Et puis, mais Amadou Sow, ne dites pas. Qui a été libéré. Amadou Sow qui a été libéré, l'instruction a bien indiqué, c'est Amadou Sow qui est l'auteur du tir. Et ça, c'est clair. Et le juge, le doyen des juges d'instruction, M. Diawara, qui a fait un travail professionnel, Mangadou Basso n'a même pas exploité, utilisé les dossiers d'instruction tels que le juge d'instruction l'avait établi. Donc ça prouve que de bout en bout, il y a une volonté de masquer la vérité. Donc si toutefois on revient sur ce dossier et qu'on dessaisisse le juge Mangadouba... Il est de fait dessaisi aujourd'hui puisque le dossier ira au niveau de la Cour d'appel. Et donc à cette phase-là, vous seriez prêt à envoyer toutes les preuves que vous dites être à votre disposition en vidéo, tout comme je sais pas... De toutes les façons, laissons la procédure continuer et je dis et je répète, la vérité triomphera. L'enfant de Mohamed Koula qui a 4 années maintenant, dans le cas d'un crime, vous savez, un crime peut durer pendant 30 ans et à tout moment on peut revenir sur le dossier s'il y a des faits nouveaux qui peuvent apporter la lumière sur les circonstances qui ont amené à ce que le délit soit occasionné. Donc, ça peut prendre du temps, mais la vérité triomphera. Et moi, je dis aujourd'hui à l'opinion nationale et internationale que le 5 février 2016, Cellou Dalein a instrumentalisé certains de ses gardes pour tenter d'assassiner Bahouri, le premier vice-président de l'UFDG et le fondateur de ce parti. Il a échoué dans cette tentative d'assassinat et malheureusement, la balle qui devait atteindre Bahouri a tué le journaliste Mohamed Koula. C'est ça la vérité, c'est ma conviction et j'ai des éléments pour le prouver. La justice, si elle le démontre, tant mieux. Sinon, d'autres juridictions se chargeront de le faire et nous utiliserons en cas de nécessité, dans des circonstances particulières, les éléments que nous avons partout où besoin sera. Donc de ce point de vue, je suis serein et je dis à tous ceux et à toutes celles qui croient en moi, la volonté de discréditer et de dénigrer Bahouri, orchestrée par Cellou Dalein et son clan, a échoué. Bien, on va donc, si vous voulez, mettre une virgule sur ce point, et puisque le dossier continuera, étant donné que vous avez fait appel, alors on suivra tout ça de près. Passons à d'autres choses, cette fois-ci à l'actualité politique. Je voudrais commencer ceci avant de parler d'élections communales, par un peu une sorte de perte que vous avez enregistrée dans vos rangs, dans le rang de vos soutiens les plus indéfectibles qu'on disait avant. Il s'agit de Baba Alimou, si je ne me trompe pas de nom, qui vous aurait quitté et qui a déjà rejoint le camp de Cellou Dalein Diallo, qui semble être votre concurrent aujourd'hui. Comment vous vivez cette perte? Non, ce n'est pas une perte. Il est allé où? Il est allé rejoindre l'UFDG. C'est moi qui avais imposé à Cellou Dalein de faire de Baba Alimou, de Golbert, de tant d'autres jeunes membres du bureau exécutif national au moment où j'étais en exil lors du congrès de juillet 2015. Donc si Baba Alimou rejoint
pour participer aux délibérations du bureau exécutif national. Je ne trouve aucun problème là-dessus. Donc, pour certains, c'est une sorte de... ça vous affaiblit pour parce que vous êtes dans une sorte de bras de fer avec ces loups. Non. Alors donc, si une personne qui était des plus indéfectibles de Bahouri, qu'on arrive aujourd'hui à vous piquer, pour vous, c'est pas une perte. L'UFDG est mon parti. Bien. Donc tous ceux qui vont aller pour être à l'intérieur de l'UFDG préparent le terrain pour le retour triomphal de Bahouri pour qu'il soit le prochain président de l'UFDG dans peu de temps. Donc Baba Limou, là où il est parti, jouera un rôle qui vous est plutôt favorable. C'est ça que ça veut dire. Le fait d'aller à l'intérieur du parti n'est en aucune manière quelque chose qui va à l'encontre de mes intérêts, tout au contraire. Bien. Alors donc, parlons du terrain politique. Ce qui se passe à présent sur le terrain. Vous nous disiez tantôt, vous étiez à Pita, dans le volet politique de cette visite à Pita, vous étiez allé présenter votre liste de candidatures. Ça veut dire que vous avez un groupe à Pita qui va se présenter pour la commune de Pita. Et comment est-ce que ça se déroule à ce niveau à Pita? Au-delà de Pita, quelles sont les autres listes que Bahouri soutient aujourd'hui et comment tout ça se prépare sur le terrain? De manière officielle, avec El Alba Ousmane de l'UPR, nous avons une liste commune à Pita. D'accord. Et de ce point de vue, nous nous battons pour que cette liste puisse recueillir le maximum de suffrages des ressortissants et des habitants de la commune urbaine de Pita. Et nous avons également une liste commune dans la sous-préfecture de Sintali pour, dans les mêmes circonstances que pour la commune urbaine. Donc cela veut dire que ça c'est en cours. J'étais pendant une semaine dans ma préfecture d'origine pour faire le travail politique qui va dans le sens de la sensibilisation, de l'explication et aussi de la mobilisation des uns et des autres pour participer à faire émerger cette liste au niveau de la préfecture, au niveau de la commune urbaine de Pita. Alors donc, est-ce que vous avez des soutiens? Est-ce que les populations de Pita vous soutiennent dans ce sens-là? Est-ce que vous êtes confiant que face aux listes non seulement du RPG dans la même zone, mais aussi de l'UFDG, que vous pourriez peut-être vous faire une certaine place au sein du conseil communal de Pita? Notre objectif, c'est de gagner la commune et que notre liste soit majoritaire pour gérer la commune urbaine de Pita. C'est ça l'objectif. Et je pense que tous les efforts sont en train d'être faits pour qu'il en soit ainsi de la manière la plus pédagogique, la plus fraternelle et conviviale possible. Parce que ceux qui ne sont pas avec nous dans le cadre de cette liste, demain seront avec nous dans une dynamique de plus large rassemblement que je vais initier après les communales. Au-delà de Pita, nous avons une liste à Ratoma, pour le renouveau de Ratoma, qui est conduite par Baïlo Badiar, un jeune aguerri qui est membre de l'UFDG et qui a toute la légitimité au niveau de l'ensemble des militants de l'UFDG. À côté de lui, il y a Aminata Ibrahim Akaba de Petit Lac, il y a d'autres, Djibril, David, etc. Une liste jeune pour faire de Ratoma une commune viable, stable, évoluant dans la sécurité et qui puisse répondre et apporter les changements dont les citoyens de Ratoma ont besoin. Les citoyens de Ratoma en ont assez de cette violence endémique, en ont assez de cette insécurité. Les citoyens de Ratoma veulent que leur commune soit une commune de paix, une commune de stabilité, une commune moderne, une commune où les questions d'école, de santé, de sécurité seront et réglées. Donc vous leur proposez une alternative. Je leur offre une alternative qui apportera la stabilité et la sécurité à l'ensemble des citoyens de Ratoma, quel que soit leur bord. Et de la même manière, nous avons une liste encore plus prometteuse au niveau de Matutu, avec Gové Soumaré qui est tête de liste
pour le renouveau de Matoto. Vous savez, Matoto, c'est la commune qui est la plus mixte de toutes les communes de la Guinée. Bien. Et de ce point de vue, Matoto, avec la liste conduite par Gobé Soumaré, recueillera, j'en suis persuadé, le soutien de la majorité des jeunes et des personnes intéressées à voir Matoto émerger, sortir de la situation de pauvreté et pour apporter des réponses concrètes à l'aspiration des jeunes. Nous avons également une autre liste pour le renouveau de Dubreka, là aussi conduite par Amadou Dian Ba avec Sadibou Ba, une liste qui est également jeune, et je pense que ces trois listes montrent ma détermination et ma volonté de faire émerger les jeunes comme étant des acteurs responsables, conscients et qui peuvent faire évoluer positivement la gouvernance locale. Je souhaite que mes compatriotes de ces communes leur apportent le maximum de suffrages nécessaires et les aident pour nous permettre de faire en sorte que ces idées, cette espérance nouvelle puissent aller jusqu'au bout. Oui, l'idéal d'une commune de Ratoma habitable, débarrassée des conflits, des violences, de Matoto plus propre, plus moderne, d'un Dubreka renouveau, tout ça. Cet idéal ne peut être expliqué que par la mobilisation, par les descentes sur le terrain, par la conception des documents explicatifs pour les intellectuels, aller à la rencontre des populations qui ne le sont pas et leur expliquer dans les langues vernaculaires, les langues du terroir, et tout ça est basé sur de l'argent. Alors, comment vous ferez, puisque la période de campagne arrive là, en termes d'argent pour faciliter tout ça? Est-ce que vous avez mobilisé des fonds? Est-ce que vous avez des bailleurs en quelque sorte? Donc déjà, chacune des listes a sa commission de collecte des ressources. Au niveau personnel, je vais lancer maintenant de la manière officielle la campagne que nous avions engagée il y a plus de 6 mois et que nous avions mis en veilleuse en attendant des circonstances beaucoup plus appropriées. La question judiciaire est en train d'être de côté. La question communale nécessite des moyens. Et c'est la raison pour laquelle la campagne de souscription avec Orange Money et Mobile Money, on va la lancer publiquement et demander avec 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs par semaine que le maximum de nos compatriotes nous apportent leur soutien pour nous permettre d'aider et d'apporter ce qu'il faut pour que ces 3 listes ne soient pas des listes qui soient handicapées par la faiblesse des moyens que nous disposons. Et je crois que nous allons faire ce travail et nous souhaitons que nos compatriotes et surtout les jeunes puissent nous accompagnent dans ça par le biais de Mobile Money et de Orange Money pour nous permettre de financer certaines activités de ces 3 listes. Vous n'irez auprès d'aucune entité ou des groupements à intérêt économique, vous n'irez auprès d'aucun opérateur économique dans ce genre pour avoir des soutiens, des aides? Rien n'est à exclure. Mais comme je vous l'ai dit, que chaque liste a sa commission de collecte. De fonds. Et je leur ai dit, il est tout à fait normal que dans le cadre de votre commune, que vous allez rencontrer toutes les entités industrielles, d'entreprises qui sont installées dans vos zones. C'est la procédure, c'est tout à fait normal. Mais personnellement, pour pérenniser notre action, nous avons besoin d'un financement stable, serein, sans pression, sans condition. Sans condition. Et là, je compte sur ces pauvres gens qui n'ont peut-être pas les moyens d'avoir un véhicule, mais qui peuvent, par ce biais, contribuer pour 1000 francs, 2000 francs par semaine pour nous permettre d'avoir les moyens. Le président Obama n'était pas fortuné lorsqu'il s'est engagé dans ces campagnes. C'est par ce biais de 1 $, 2 $ de cotisation qu'il s'est pu engranger les moyens de soutenir une campagne présidentielle qui a fait qu'il a été le premier président noir en situation de responsabilité aux États-Unis. Ici, il faut que nous aidions les jeunes. Les jeunes, ceux qui sont des candidats, ceux qui sont des têtes de liste,
certains d'entre eux n'ont même pas de véhicule. Et certains d'entre eux ont de la peine à joindre les deux bouts. Certains sont dans des situations de chômage. Comment pouvons-nous faire pour que la démocratie avance, pour que les jeunes prennent la responsabilité et occupent des positions de pouvoir si nous ne nous aidons pas, si nous ne contribuons pas par ce biais à montrer que nous voulons un espace politique plus ouvert, où ce ne sont pas simplement ceux qui ont accumulé de l'argent n'importe comment qui viennent s'imposer et imposer leur joug au peuple de Guinée. Pour notre stabilité, pour notre sécurité, pour l'émergence d'une vraie gouvernance allant dans le sens des intérêts des populations, il est nécessaire 1000 francs, 2000 francs par Mobile Money, par Orange Money, que nous puissions contribuer le plus majoritairement possible pour que ces listes puissent porter la voix des sans-voix et porter la voix de ceux qui veulent recouvrer l'espoir et surtout de permettre aux jeunes de savoir qu'il y a un autre avenir possible. Et j'imagine que quand la période de campagne sera officiellement ouverte, vous donnerez officiellement ces numéros de Orange Money, ces contacts sur lesquels les gens pourront déposer de l'argent pour soutenir vos listes de candidatures. Pour terminer ce volet élection communale et terminer cette première partie d'émission, un peu votre impression sur le processus lui-même en cette phase, c'est-à-dire du côté dans la gestion de la CENI, nous sommes à la phase de distribution des cartes d'électeurs. Est-ce que à date vous êtes convaincu, rassuré, satisfait du travail de Maître Salifou Kébé et de son équipe aujourd'hui? J'étais à l'intérieur du pays, je suis rentré hier, mais ce que j'ai vu sur le terrain, un peu partout dans les quartiers de Pita, la distribution des cartes était en train de se faire. Donc de ce point de vue, sauf autre situation, il n'est pas à porter à ma connaissance, je n'ai rien à redire et je pense que le processus est en train d'aller à une cadence normale. S'il y a problème, la CENI doit informer à l'avance et rien n'est à exclure, mais je pense que quoi qu'il en soit, le cap du 4 février, pour le moment, je n'ai aucune indication m'indiquant que ça ne sera pas le cas. Si tel pourrait être le cas, que la CENI informe les uns et les autres suffisamment à temps, même s'il y a pourrait y avoir un décalage d'une semaine ou deux. L'essentiel, ceux qui sont avec moi, qu'ils soient permanemment en campagne, qu'ils se disent que c'est leur avenir qui est en jeu et qu'ils se battent dans ce sens. Voilà. Et puis, nous serons toujours ensemble puisque ces deux processus, je veux dire, ce processus électoral nécessitera que vous soyez toujours sur les plateaux de télé et de radio pour expliquer vos projets, mais aussi nous reviendrons sur le procès Mohamed Koula. Pour terminer, ce sont les candidats qui vont venir. Bien entendu, c'est ce que je vais dire. Moi, pas forcément vous, mais les candidats. Les candidats apparaîtront sur le devant de la scène. Je veux que la Guinée, que eux-mêmes voient de nouveaux visages, des jeunes qui sont vraiment engagés et qui méritent et qui doivent mériter la confiance du plus grand nombre. C'est eux qui seront sur le devant. Bien, on sera prêt. Je ferai, disons, un petit recul et de l'espace pour ces jeunes. Il n'y a pas de souci, nous serons prêts à les recevoir et puis donc à leur donner la parole pour qu'ils expriment leur projet de communauté ou de commune, j'allais dire, à ces citoyens. Merci, M. Ba, d'être passé une fois encore. Merci pour tout ce que vous faites. Et malheureusement, mes sincères condoléances pour le décès du journaliste Mohamed Koula Diallo. Nous souhaitons que toute la vérité concernant les circonstances de sa mort soit connue. Et nous nous battrons dans ce sens. Merci beaucoup. Et voilà, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, tout de suite dans la deuxième partie de cette émission, après bien entendu la phase des publicités, je reçois Sekou Jamal Pendessa pour parler d'actualité au sein du monde syndical. A tout de suite. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes
par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankan Korossa 669 00 59 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Voilà, merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat et qui reçoit, comme je l'ai annoncé, Sekou Jamal Pendessa, décryptage à l'interne. Pendessa, bienvenue sur ce plateau. Merci. Et on parle de cette actualité très brûlante. Aboubakar Souma, encore exclu du SLEG par une décision commune de l'USTG et du SLEG par l'entremise, bien entendu, de M. Sissabané. Alors, ça crée déjà un tollé depuis hier. Et est-ce qu'on peut dire que ça vient mettre de l'huile sur le feu? Bon, évidemment, vous le savez, je pense que les téléspectateurs sont déjà situés sur le contenu de la décision. Ouais. Ils ont exclu Aboubakar Souma et Portos Diallo et beaucoup d'autres syndicalistes du côté de Kindia. On les reproche d'avoir continué à violer les textes qui régissent le mouvement syndical guinéen. Lui, par exemple, on dit qu'il est parti, par exemple, casser la porte de la trésorerie, prendre des cartes de membres et continuer à les distribuer aux enseignants. Vous comprenez? Et puis qu'il a aussi organisé une sorte de révision des textes du SLEG, alors qu'il ne s'est pas référé. Et des réunions clandestines. Il organise des réunions clandestines, il envoie des missions à l'intérieur du pays pour aller renouveler les structures à la base, etc. C'est ce qui motive cette décision. Voilà, ça c'était pour rappeler les faits. Maintenant, quand il est question d'analyser maintenant, entre nous, vous l'avez rappelé, le contexte ne s'y prêtait pas, puisque la tension est là, on vient de sortir d'une crise, c'est-à-dire la grève des enseignants. Oui, bien entendu. D'abord, et puis aujourd'hui, voilà cette crise d'électricité qui est là, chaque fois ça manifeste. Qui remue un peu la cité. Les forces de l'ordre ne savent même pas par où commencer, on est tous débordés. Et puis voilà les élections qui arrivent, on sait que la période électorale est généralement teintée de tensions, vous comprenez. Donc tout cela, on vient encore réveiller une crise concernant l'éducation alors que la grève n'était que suspendue. Et vous vous rappelez très bien la première fois, qu'est-ce qui avait accéléré la crise? C'est parce qu'il y avait un autre acte qui a été pris pour dire qu'on a suspendu Aboubakar Souma du mouvement syndical guinéen. Vous comprenez? Donc nous, quand il y a eu cette décision hier, on s'est intéressé aux deux camps. Vous l'avez suivi d'ailleurs, on était tous à la radio, là on a écouté les deux versions, mais nous sommes allés au-delà. On a consulté des gens, on peut dire des experts en mouvement syndical, pour comprendre le bien fondé de cette décision. On nous a clairement dit que ça n'obéit pas à la bonne marche du mouvement syndical, puisque on nous dit en matière du syndicat, c'est que la marche n'est pas soumise aux normes juridiques que sont l'ordonnance, le décret,
l'arrêté, que ce soit ministériel ou je ne sais pas quoi encore, vous comprenez, c'est-à-dire de ce côté, on dit, on ne fait pas comme ça se passe dans les autres institutions administratives du pays. Quand tu veux enlever un directeur, par exemple, tu prends un décret ou un arrêté ministériel pour l'enlever, etc. Ces actes-là ne marchent pas. Que ça ne marche pas au niveau du mouvement syndical de ce côté, que la pyramide elle est renversée. Dans le mouvement syndical, les décisions viennent de la base. Viennent de la base et puis le sommet exécute. Et c'est ce qu'Abakar Souma avait dit quand on l'a appelé pour le journal. Effectivement, et je ne sais pas si le monsieur l'avait écouté ou pas, mais il a donné les mêmes explications. Bien. Maintenant, je lui ai dit, mais attention, j'ai rappelé le fait que je citais tout à l'heure. Les accusations portées contre Souma. J'ai dit maintenant, avec tout ce qu'on a cité là, vous ne trouvez pas que c'est suffisant pour exclure un syndicaliste? Il dit, bon, je ne peux pas confirmer est-ce que ça s'est passé réellement. Je ne suis pas dans leur mouvement, mais supposons que ça soit vrai. Même si c'était vrai, même si c'est vrai que tout ce qu'on dit c'est vrai, sur ou au compte d'Aboubacar Souma, que c'était vrai, oui. Alors il faut quelle procédure? Il dit qu'il fallait convoquer une assemblée générale extraordinaire. Ou je ne sais pas, un congrès électif, c'est eux qui savent. Et puis, en tout cas, il fallait réunir la base. Leur poser le problème, ils décident. Les anciens décident de son sort. De désavouer donc Aboubacar Souma. Il dit, mais ça ne marche pas. C'est que le mouvement syndical n'obéit pas à ces normes juridiques. Parce que dans cette situation, on a comme impression, et d'ailleurs c'est le cas, que c'est lui, Bemba Souma et 6 Savané qui se sont retrouvés, qui ont pris la décision. Oui. Et sans que la base n'ait été au préalable mobilisée, sinon réunie pour tabler là-dessus. Exactement. Donc, c'est ça. Ça serait donc une sorte de vice de forme à la matière. Maintenant, si vous voulez, moi je peux maintenant donner mes analyses, qu'est-ce qui les a amenés, ou bien qu'est-ce qui les aurait amenés à accélérer comme ça sans pour autant respecter la procédure. Et je vous disais, il y a quelques semaines, on était du côté de la radio au mois de décembre, qu'il y avait tout un plan qui était mis en place pour éliminer Souma. À l'époque, j'ai discuté avec nos co-animateurs, Souma, Alpha Condé avait demandé au groupe des Savanés là de chercher à le réintégrer. Quand il était vraiment coincé, il dit chercher à ramener Souma dans les rangs. Point final. Pour calmer le jeu. On va gérer. Pour calmer le jeu. Oui. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Par la médiation des religieux. Exactement. Et tout. Exactement. Il dit quand vous l'isolez, il peut nuire à votre mouvement. Mais quand il est dans les rangs, vous l'encadrez, vous le recadrez. Tout ce qu'il dit, et puis c'est la majorité qui vote, sa voix ne va pas passer. Vous comprenez? Donc c'est ce qui a été dit, ils l'ont ramené. À un moment, vous avez vu, on lui a fait croire que oui, tout allait bien à la Ils ont enterré la hache de guerre. Ils ont même réussi à signer une plateforme revendicative. Et lui et 6 Savané. Donc tout le monde pensait que c'était fini. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Abakar Souma, toutes les fois qu'il constatait des positions que lui, le juge, ne sont pas des bonnes positions pour la base, il s'y opposait. Et puis du coup, la guerre a commencé. Et c'est ainsi qu'il a essayé, il dit que Savané a abandonné le mouvement. Il a envoyé des missions, puisqu'il était en crise, il y a ces missions qui étaient à l'intérieur du pays bien reçues. Et cette fois-ci, les gens ont dit attention, pour contrecarrer le gars là, il est en train de récupérer le terrain. Nous aussi, envoyons des missions à l'intérieur du pays. Donc tout ce qui explique ça, en fait, je veux savoir quels sont les facteurs qui concourent à cette situation, à ce rebondissement encore dans cette crise syndicale. C'est qu'on nous fait comprendre qu'il y a le congrès qui devait se tenir en décembre. Le congrès devait se tenir. Et Aboubacar Souma avait l'ambition de se présenter. Il ne l'a pas caché. À la place de 6 Savané, pour être secrétaire général. Et voilà, vous avez rappelé un point très important. Le congrès devait se tenir au mois de décembre. Mais les gars étaient très prudents. Ils ont compris que l'allure que Souma a prise, il va venir renverser tout le bureau. Même les autres ne seraient pas épargnés à ces élections syndicales. Donc ils ont dit attention, le gars est très fort actuellement, surtout à Conakry ici. Le plan qui a été monté concernant le congrès, on dit on va le délocaliser. Envoyer ça à Kankan, là-bas, ce n'est pas le fief de Souma. Bien. Puisque là, même ces petits qui crient ici, là, dans les radios, n'auront pas le transport pour aller à Kankan. Vous comprenez? Mais vouloir déplacer le congrès avec
toutes les missions qu'il y a à prendre, les responsables syndicaux, là, envoyer jusqu'à Cancan, ça demande de moins. Ils disent, mais nous, on est des enseignants, on n'a pas d'argent. Mais puisque c'est en faveur de Kao Carré, le ministre de l'Éducation, pourquoi ne pas lui poser le problème? Pour qu'il trouve l'argent, pour qu'il les trouve moyens un financement, l'État nous trouve un financement par son canal, qu'on délocalise ça pour aller débouter, comment dirais-je, terrasser Souma. Parce que là, il n'aura aucune chance d'être élu. C'est ce qui a été préparé. Maintenant, entre-temps, pour le temps pour eux de mener les démarches à avoir cet argent, le mois de décembre est passé, ils n'ont pas pu tenir le congrès. Bien. Vous comprenez? Et pendant ce temps, Boubacar Souma faisait sa campagne sur le terrain. Il a envoyé des missions pour renouveler les structures de base, pour dire qu'il faut qu'on prépare le congrès. Et là, ils ont compris l'engouement et ils ont envoyé une contre-mission. Des contre-missions à l'intérieur du pays, mais partout où ils partaient, ce qui a effrayé les gars, quand leur mission rentre à un endroit, on dit, mais avant de commencer la parole, dites-nous, est-ce que vous avez le mandat de M. Souma? C'est la première question qu'on leur posait. Balato a même eu des problèmes, je crois, à Mali, à Moyen-Guinée et Touguéou, je ne sais pas où encore. Parce que lui, le langage, la réponse qu'il donnait, c'était catégorique. Il dit, j'ai pas besoin du mandat de Souma. Et dès qu'il dit ça, ça crie dans la salle. Donc tout était déjà foutu. Donc ils ont compris, si on respectait la procédure qui veut que en matière syndicale, c'est la base qui décide, cela veut dire le gars va nous terrasser. Donc par conséquent, il faut prendre des actes nous-mêmes, on décide pour l'enlever. Et vous avez Aboubacar Souma justement, en réaction à cette décision de l'exclure du SLEG, il disait que l'USTG a reçu de l'argent, le SLEG également, en tout cas les deux, un montant de 100 millions qui leur aurait été donné par le gouvernement afin qu'ils viennent à prendre ces décisions. Et l'autre dessous aussi, ça peut être cette affaire d'élection, donc d'intérêt personnel, ça veut dire que ça n'a peut-être rien à voir avec le respect des textes de loi et tout. Mais enfin, dernière question, est-ce que ça ne peut pas de toute façon aggraver les séries de crises que nous vivons, cette série de crises que nous vivons, crise pour l'électricité, le moment est très mal choisi, je veux dire. Première conséquence, ça va aggraver la série de crises. Vous comprenez? Deuxième conséquence, le pouvoir a réussi à mettre les religieux en difficulté. Et il risque même de les décrédibiliser aux yeux de la population. C'est clair, parce que les religions ont pris des engagements quand même auprès d'Aboubacar Souma. Donc je pense que c'est tellement grave. Ils n'ont même pas essayé de consulter les religieux là pour prendre leurs décisions, c'est ce qui est grave. Et c'est des gars qui ont agi de bonne foi pour qu'il y ait la paix dans le pays. Et si vous les contournez aujourd'hui, vous prenez des décisions comme ça là. Je le disais tantôt, depuis quand les religieux venaient de s'impliquer, j'ai dit si l'État aussi s'hasarde à dribbler ces religieux, cela veut dire qu'on n'aura plus de recours, puisqu'on n'a pas confiance en la justice dans ce pays, on n'a pas confiance à l'engagement du gouvernement. Sociaux, au gouvernement on n'en parle même pas, l'exécutif dans sa généralité, vous comprenez. Si on a confiance en personne et personne ne viendra faire la médiation, je pense que c'est très grave. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Les religieux risquent de s'asseoir pour dire on va les regarder maintenant. On a pu faire ce qu'on a. Donc ça veut dire qu'on risque des moments assez surchauffés peut-être. Exactement. Bien. En tout cas, on suivra aussi cette crise syndicale. C'est un peu un rebondissement de la crise au sein du mouvement syndical. Cette décision excluant Boubacar Souma qui lui ne compte même pas recourir à qui que ce soit et compte rester et garder sa place. Par quel moyen? Est-ce que par le moyen encore d'appeler des enseignants à bouder des salles de classe, ou est-ce que par la négociation? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, quelque chose s'annonce qui ne sera pas forcément de bon augure, en tout cas pour la quiétude sociale. On suivra ça de près. Merci. Mais ce qu'il faut ajouter, j'ai dit à la radio que Alpha était derrière ça, le chef de l'État. Comment Alpha peut être derrière? Parce qu'il ne peut pas. Alpha ne peut pas créer des crises pour lui. On est en train de vivre déjà la crise liée au courant. Comment il peut créer une autre crise encore? D'abord, il avait mis son plan en place. Il ne savait pas si la crise d'électricité allait venir. Mais on lui a fait croire aussi que le terrain est maîtrisé. Vous comprenez? Je vous ai dit aussi que c'est lui qui avait demandé aux syndicats de ramener choses dans les rangs. Vous comprenez? Donc, il prépare un plan
Et regardez tout récemment quand il a rencontré la presse, ce qu'il a dit. Bien. Il a encore essayé d'intimider la presse. Lui, il savait ce qu'il allait poser comme acte. Donc il dit, quand on lui a demandé de s'impliquer pour la réouverture des radios qui sont fermées, à la suite du passage de l'ARPT, il a dit non, on ne va pas faire du 2 poids 2 mesures puisqu'il y a des radios qui ont déjà payé. Et puis plus loin il dit, vous étiez là, au lieu de parler du bien du pouvoir, quand il y a eu crise, vous vous mettez à donner la parole à Bakar Souma. Vous n'êtes pas patriote. Vous comprenez? Cela veut dire que moi aussi, j'ai une sanction pour vous lorsque vous allez donner la parole à terre. Donc il a préparé les esprits chefs d'intimider les médias pour que, puisque dans quelques jours il savait qu'il allait passer à l'acte concernant l'exclusion de Souma. Donc il dit qu'il va préparer les médias cette fois-ci, qu'on n'ait pas le courage par exemple de donner la parole à Souma. Ce qui ne sera pas le cas de toute façon. On donne la parole à ceux qui veulent la prendre. C'est d'ailleurs, comme je l'ai dit, le credo de nos émissions. Donner la parole à ceux qui ont besoin de la prendre en vue d'impacter l'opinion. Merci d'être passé, à très bientôt. Merci. À vous, merci de votre attention. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous.